E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission « Comment je me nourris ». Alors cette émission, elle parle notamment de nutrition, mais elle parle aussi de la manière dont je me nourris sur tous les plans de mon être. Et il se trouve qu'on se nourrit aussi de relations. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème très important et qui a toute sa beauté aussi, c'est le thème du pardon. Et ce thème-là, on va l'aborder avec Daniel Kieffer, qui a sorti l'année dernière un livre qui traite de ce sujet qu'est le pardon. Bonjour Daniel. Bonjour Alice. Alors Daniel, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Qu'est-ce que c'est que pardonner ? C'est pas très compliqué. Le dictionnaire est relativement clair aussi. Il nous parle de remettre une faute, renoncer à la punir. Et étymologiquement, l'origine du mot, c'est un latin, c'est perdonare. Et le per veut dire jusqu'au bout, sans limite. Comme dans parfaire, comme dans parachever. Donc l'idée, c'est donare, donner, mais donner sans limite. Ça suppose déjà que ça va pas être si facile. Parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, oui, bon, j'ai pardonné cette personne, mais je veux surtout plus en entendre parler. Donc ça, est-ce que ça veut dire qu'on a pardonné ? En aucun cas. On verra qu'on peut essayer de pardonner avec sa volonté, ça ne marche pas. Avec la raison, ça ne marche pas non plus. Avec la seule décision orientée vers l'idée de tourner la page, de se débarrasser ou d'oublier, ça ne marche pas comme ça, non. C'est un véritable rituel, en fait, de pardonner. Ça se fait vraiment par étapes. On va vers une nouvelle relation, quelque part, avec la personne avec laquelle on est en conflit. Et c'est de se dire, là, quelque part, je lui souhaite le meilleur. Est-ce que ça, ce serait peut-être ça fait partie de la démarche. Mais souhaiter, c'est encore engager peut-être des émotions. Et l'idée, souvent, c'est de sortir du champ émotionnel qui nous dévore dans le remords ou dans le sentiment de vengeance. Et dépasser le stade émotionnel est une démarche à la fois de remise en cause personnelle, mais de comment envisager une relation qui soit au-delà de cette émotion humaine. Le pardon, on le verra pas loin de la conclusion, j'imagine, n'est pas humain. Une partie de nous se prépare à accueillir quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, du transpersonnel, du spirituel. Et quand est-ce que c'est utile de pardonner ? À chaque fois qu'un inconfort s'est installé dans une relation, un inconfort de type sentiment d'être fautif, sentiment d'être lésé, parce que souvent ça marche dans les deux sens, sentiment de ne pas avoir fait le bien, de s'être bien comporté. Et chaque fois que on sent cette tension qui est comme une corde, un bâton, qu'on tient farouchement très longtemps, même avec le désir de lâcher, parce que lâcher prise, c'est pas facile. Et chaque fois que la notion de repentir s'installe aussi en nous, avec un sentiment de constriction, de contrition, quelque chose qui n'est pas très glorieux, et se dit ce serait quand même bien de faire évoluer cette situation. Ça peut être très très lourd, puisque on a eu quand même, dans les générations passées, depuis des millénaires, la solution très animale de l'œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion qu'on va retrouver dans plein de passages de l'Ancien Testament. Et ça, c'est juste un modèle culturel. Il ne faut pas croire que nous sommes tous dans ce programme de l'œil pour œil, sinon on ne serait pas sur un chemin de pacification. Et d'autres sociétés fonctionnent différemment. Par exemple, chez les Berbères, quand on a offensé quelqu'un, on lui offre quelque chose. C'est une espèce de troc. Dans le monde juif, le grand pardon permet une réconciliation à la fois verbale, mais également rituelle. On va s'inviter. On va trouver ça chez les chrétiens orthodoxes également, qui formulent oralement leurs fautes et leur repentir, et qui font la fête ensemble après, souvent autour d'une bonne table. Chez les musulmans aussi, on trouve cette notion de la parole prend un sens quasiment rituel et magique. On a le sentiment d'être fautif, mais il faut le verbaliser. Il faut que l'autre l'entende pour pouvoir nous accorder son pardon aussi.
Alors aujourd'hui, on est dans une société, enfin c'est même pas une société, c'est vrai que la communication entre les êtres peut s'avérer très complexe, c'est-à-dire qu'on peut être dans une situation de conflit et chercher la communication avec l'autre et l'autre n'est pas forcément dans une posture pour communiquer. Donc si j'ai des choses à lui exprimer, si j'ai besoin de communiquer avec cette personne-là, de mettre les choses à plat, de lui expliquer mon ressenti, mon point de vue, mais que l'autre est fermé à ça. Comment on fait ? Là, on touche à un point extrêmement courant en psychologie, que l'on constate souvent dans les relations de couple que j'appelle des conjugopathies. Et très souvent, au sein du conflit, la personne qui a envie de bien faire et qui a l'idée de pardonner, met comme condition que l'autre change. Oui, moi je veux bien faire des efforts, mais l'autre ne m'entend pas, et puis de toute façon il n'a rien compris, il ou elle est en tort, il ou elle... Et là on est dans ce qu'on appelle le tu qui tue en psychologie. À force de dire tu, on oublie qu'on est d'abord concerné, nous, dans une forme de solitude qui n'est pas du tout triste, mais qui est notre propre unité psychologique. C'est d'abord entre soi et soi que ça se passe. Si on attendait que l'autre bouge pour faire un pas vers lui, on serait quand même très 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 loin d'une situation pacifique. On ne peut pas attendre que l'autre bouge. Surtout que très souvent, dans les situations de conflit où le pardon est nécessaire, l'autre est peut-être même déjà décédé ou n'est plus accessible. Oui, donc en fait, pardonner, ça peut se faire au-delà même d'une situation... comment dire, ça peut se passer, comme tu le dis dans l'exemple où la personne est décédée, c'est aussi un travail spirituel, quelque part un cheminement où on se dit, cette personne est partie, j'ai pas pu lui exprimer, ou nous n'avons pas pu communiquer sur le sujet qui était source de conflit, et je n'ai pas pu lui exprimer ce que je ressentais, etc. Donc c'est même encore plus douloureux, je pense, dans ces cas-là, de se dire, je n'ai même plus l'accès à la communication avec cette personne, et donc je vais faire un véritable travail quelque part. Pardonner, c'est une vraie responsabilité, c'est se responsabiliser par rapport à la situation et se dire, dans cette relation, on est deux. Donc c'est ni tout noir, ni tout blanc. On a chacun nos responsabilités dans ce qui vient de se passer. Et moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour prendre mes responsabilités dans cette relation de conflit et me dire, à mon échelle, sur quoi je peux aller travailler ou qu'est-ce que je peux aller pacifier en moi pour pouvoir justement pacifier cette relation. C'est ça. Ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas et sortir d'une des émotions les plus toxiques, qui est la culpabilité également. Parce qu'être coupable, c'est aussi se dévaloriser, c'est perdre l'estime de soi, c'est nourrir une forme d'humiliation et d'impuissance qui ne peut pas nous faire grandir, qui ne peut pas nous libérer non plus d'une situation conflictuelle. Et on a cette notion aujourd'hui devenue un petit peu médiatique, ne pas confondre coupable et responsable. Le mot juste, en effet, c'est la responsabilité. Mais une responsabilité qui ne nous altère pas au sens morbide du terme. Une responsabilité qui nous pousse au contraire à devenir plus courageux, à revenir sans cesse sur tel ou tel effort, parce que le véritable échec, c'est d'arrêter d'essayer. Et c'est un petit peu la même chose dans les relations humaines. N'attendons pas le premier pas de l'autre, et n'attendons pas non plus d'être libérés d'une intensité émotionnelle dans le conflit pour ne pas chercher une solution. Les émotions nous aveuglent, les émotions nous étouffent très souvent en cercle fermé, en boucle, et on sait très bien qu'il y a un petit côté morbide dans les relations humaines qui valorise, même si ça va choquer quelques auditeurs, qui valorise l'état de victime dans notre société. Il est souvent bien plus confortable d'être pauvre, malade et en situation de détresse que d'être riche en bonne santé et créatif de sa vie. Pourquoi ? Parce que la victimisation appelle de l'amour et que l'enfant intérieur qui est en nous n'est jamais vraiment libéré de cela. Il est toujours inconsolable, disait Jung. Ça veut dire que tant que cet enfant intérieur garde les commandes,
On ne va pas s'autoriser à changer, on ne va pas s'autoriser à grandir dans notre dignité humaine et à dépasser tel ou tel conflit. Oui, on peut se rendre compte aujourd'hui que souvent on est dans cette espèce de triangle de BVS, bourreau, sauveur, victime, et que il y en a pour qui le rôle de la victime est très souvent utilisé de nombreuses situations pour justement quelque part faire passer l'autre pour un bourreau ou du moins un sauveur si l'autre a envie de se placer dans cette posture-là. Mais tout ça, c'est une histoire de communication en fait, et c'est de se dire est-ce que lorsque je vois l'autre adopter ce rôle de victime, je l'entretiens dans cette posture de victime, ou est-ce que au contraire, moi je sors tout de suite de ce triangle-là et je fais en sorte de travailler sur moi et surtout encore une fois, comme on disait, de prendre mes responsabilités sans me culpabiliser pour me dire je ne rentre pas dans cette espèce de triangle qui est souvent le schéma convenu dans la plupart des relations. Et c'est vrai qu'on peut aussi observer que on a tendance dans les situations de conflit souvent à revivre des conflits qui peuvent être similaires aux précédents, liés à notre histoire, à nos modes de fonctionnement, à nos blessures. Si on observe tous les conflits qu'on a traversés jusqu'à présent, on peut se rendre compte que parfois, c'est souvent une question de communication où on peut souvent se retrouver dans des situations qui sont assez similaires. C'est ça. Comment on explique ça ? C'est difficile d'en sortir, mais il faut passer par une démarche à la fois d'auto-analyse ou se faire aider, se faire accompagner en psychologie. Jadis, nos grands-parents avaient un directeur de conscience. C'était souvent monsieur le curé ou un ami proche, un ancêtre. Aujourd'hui, on a Internet et c'est pas forcément toujours le meilleur conseiller. Je veux dire que pour sortir de ces boucles, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent. Elles fonctionnent comme des énergies névrotiques qui s'appuient généralement sur un événement à l'origine. On voit ça dans les situations d'échecs répétitifs ou de névrose d'abandon, par exemple. Une personne qui s'est fait abandonner dans un couple va tirer bien sûr un bénéfice secondaire, comme on dit en psychologie, un intérêt secondaire qui est la victimisation, l'appel d'amour, encore une fois, qui est tout à fait légitime. Et tout à fait inconsciemment, elle va tendre à reproduire cette mise en situation d'échec amoureux. Et 20 ans, 40 ans après, elle va vous raconter qu'elle a eu que des relations toxiques avec des personnes qui ne l'ont pas comprise, qui l'ont mal aimée, qui l'ont jetée. On aura la même chose dans le monde professionnel, avec des personnes qui, en boucle, répètent des situations où ils vont se faire licencier, exclure, non reconnaître, non gratifier. Et bien sûr, la faute sera toujours rejetée sur le patron, sur la personne qui n'a pas compris mes qualités et mes vertus. Mais derrière tout cela, il faut développer, je crois, un tout petit peu la notion de péché, puisque on a ça dans notre sac à dos depuis 2500 ans. C'est très, très, très présent dans notre culture judéo-chrétienne. Et je crois que ça va faire un bien fou à tout le monde de comprendre que le péché n'est pas du tout ce qu'on croit. On en fait souvent quelque chose de très affectant, de très profondément douloureux et dévalorisant, alors que le péché, on le retrouve dans l'italien, dans le latin peccato, en situation d'équitation. C'est juste le faux pas que fait un cheval pour sauter un obstacle. Donc, on ne va pas pour autant frapper son cheval parce qu'il a raté un obstacle. On va au contraire en prendre soin, on va essayer de le comprendre, on va baisser un petit peu l'obstacle, on va répéter l'épreuve de manière à lui donner confiance. Et puis un deuxième sens au mot peccato, c'est un terme d'archerie où quand on rate une cible de sa flèche, ça s'appelle aussi un péché. Donc, là aussi, est-ce que la nature humaine n'est pas d'être imparfaite ? Tant que nous serons imparfaits, nous raterons nos cibles et nous aurons du mal à passer certains obstacles. L'idée n'est pas de persévérer dans l'erreur, mais de comprendre que l'erreur est humaine. Perseverare diabolicum, disait saint Augustin. Ça veut dire que répéter l'erreur devient diabolique, mais en soi, l'erreur est parfaitement humaine. C'est même un miroir important dans l'auto-analyse. C'est le début de toute l'aventure. Concevoir que je suis imparfait. Alors comment on sort de cet état justement de péché qui peut parfois être exacerbé ?
il y a plusieurs méthodologies. J'en ai proposé dans ce livre d'une façon, je crois, un petit peu plus originale, qui s'appuie à la fois sur la prise de conscience dans un premier temps, et puis différentes démarches de lâcher prise. La première étape essentielle s'appelle l'acceptation. C'est le principe de réalité qu'on connaît bien en psychanalyse. Ne pas déformer le réel, remettre la situation dans le contexte exact de son histoire, à la date où ça s'est passé, au lieu où ça s'est passé, et l'accepter d'une façon objective. La deuxième étape essentielle est une étape émotionnelle qui permet de décharger la part de remords, de regrets, de blessures, de souffrances, la culpabilité dont on vient de parler. Et ce lâcher émotionnel se fait soit spontanément, parce qu'on a les larmes qui montent aux yeux quand on revient sur tel et tel événement. On peut tenir son journal intime aussi, on peut s'enregistrer sur son smartphone pour poser et graver sa parole. C'est déjà une forme de confession, déjà une forme d'expression libre et libératrice. On peut aussi demander de l'aide, bien sûr, d'un thérapeute ou d'un homme d'une femme en qui on a confiance. Cette étape émotionnelle peut être relativement longue et elle suppose de répéter souvent, de revenir à plusieurs reprises sur l'événement. Je pense à une phrase de Lowen, qui était le continuateur du Wilhelm Reich en bioénergie, et qui disait dans les thérapies émotionnelles, il y a toujours du jus dans l'orange. Ça veut dire qu'on va toujours presser cette orange émotionnelle, il y aura toujours des larmes, il y aura toujours quelque chose, probablement parce que, à force de s'apitoyer sur soi-même, on rencontre également les racines de la misère du monde, de la souffrance du monde. Et au travers soi, c'est aussi l'inconscient collectif qui va s'exprimer. Donc il y a un temps où il faut aussi dire « stop, on arrête l'expression émotionnelle, ça suffit ». Et arrive une troisième étape qui est l'étape de la relativité. On relativise l'événement parce que qu'est-ce que c'est que telle ou telle relation difficile? J'ai installé cela grâce à, en effet, ou à cause d'un manquement ou d'une mauvaise parole, d'une action porteuse de souffrance pour l'autre. Mais à l'échelle de la vie, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, ça aura autant de force déjà? Et puis à l'échelle de l'humanité, et puis à l'échelle du cosmos. C'est vrai que changer de paire de lunettes de temps en temps nous permet de prendre du recul et c'est important. On se rend compte que le temps, généralement, dans une relation, fait énormément de choses. Le fait, parfois, d'être coupé d'une personne pendant un certain temps, ça va nous permettre, généralement, les premières choses qu'on peut ressentir si la relation a été forte, là, je parle d'une relation de couple et autres, ça va être un manque très fort. Et généralement, on va même idéaliser la personne lorsqu'elle n'est plus proche de nous. On va se dire, mais en fait, pourquoi on n'est plus ensemble ou pourquoi on est séparés? Le cerveau va retenir tout ce qu'il y a de positif et va avoir tendance à faire tourner ça en boucle. Et c'est vrai que le temps, c'est vraiment un outil thérapeutique exceptionnel et qu'on se rend compte qu'avec le temps, on est amené à relativiser énormément de choses et puis on grandit, on évolue, on fait des nouvelles rencontres, on va en effet avoir des échanges qui vont nous permettre d'avoir un autre angle de perception. C'est notre allié. Dans l'occurrence, c'est notre allié. Et puis, il y a cette fameuse lettre thérapeutique qu'on utilise souvent en relation d'aide, en psychothérapie, et qui consiste à vider son sac sur le papier, à exprimer avec le plus de liberté possible son ressentiment, sa souffrance, éventuellement sa jalousie. On peut lâcher des insultes, on peut vraiment crever l'abcès. Et cette lettre, on peut en faire plusieurs choses. On peut soit l'envoyer à la personne, au vrai destinataire, mais c'est une situation absolument exceptionnelle qui suppose que l'autre est également pris en charge en psychologie. Ça veut dire que l'autre est aussi dans une démarche de travail sur soi et qu'il est capable de recevoir une lettre qui est quand même une sacrée poubelle. Donc, le plan B est vraiment préférable, c'est de brûler cette lettre. On va la brûler d'une façon un peu symbolique, par exemple sur une date anniversaire, là où il s'est passé l'événement, la date anniversaire de l'événement en question, ou bien on va
la brûler et puis les cendres, on va les mettre dans les toilettes, on va tirer la chasse parce qu'il y a un côté là vraiment, je me libère, émonctoriel en quelque sorte au plan des émotions. On peut éventuellement, et tout dépend du contenu de la lettre, mais moi je conseille toujours de mettre un post-scriptum positif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment vidé son sac et qu'on a pris de la distance et qu'on a relativisé l'événement, de façon objective, on peut très bien conclure la lettre en invitant à une autre relation, libérée de tout contentieux, ou bien tout simplement remercier l'autre. Remercier quelqu'un qui vous a fait souffrir, c'est pas tout de suite qu'on est capable de le faire. Mais quand on est capable de poser ça sur le papier, même en des mots très très simples, tu m'as fait grandir, tu m'as proposé une épreuve quasiment initiatique, et grâce à toi, finalement, j'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui, j'ai telle et telle prise de conscience, telle ou telle nouvelle vision sur le monde, merci. Ce post-scriptum est essentiel parce qu'il va changer complètement la vibration de la lettre, et cette lettre ne sera plus aussi toxique, c'est plus vraiment une poubelle. Auquel cas, je peux la planter, en faire une petite boule, la mettre dans ma balconnière, sur mon balcon ou dans mon jardin ou dans la forêt, avec l'idée qu'elle va pousser, qu'elle va donner des beaux fruits de nouveaux comportements, de nouvelles relations. Cette lettre thérapeutique va développer une notion de distanciation, mais elle va nous approcher vraiment d'une libération émotionnelle qui est encore une fois la matière la plus lourde de laquelle nous devons nous défaire. Par exemple, quand on est en relation thérapeutique, on va demander à un client de lire sa lettre qu'il a fait à l'intention de quelqu'un, une première fois, mais également une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième. On peut passer des heures et des heures à lire cette lettre, debout si possible, face à une chaise vide, ce qu'on fait en gestalt, et où on imagine que la personne avec laquelle on est en contentieux est sur cette chaise. Et ce qui est complètement magique, c'est que si la première et la deuxième lecture sont vraiment chargées de pathos, de drame, la quatrième, la cinquième, c'est presque déjà comme si on parlait d'autre chose ou comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Et puis, à mesure qu'on accompagne le recentrage, l'alignement, la respiration, on s'aperçoit que sur la 10e lecture, peut-être, le sourire intérieur est là, et là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à un lâcher-prise. Oui, et dans ce cas de pardonner, donc ça c'est un des outils pour justement arriver à se libérer et à aller vers un chemin de pardon. Mais quand est-ce qu'il y a des signes à la fois sur le plan physique ou sur le plan relationnel qui montrent que la personne a vraiment passé cette étape du pardon? Parce qu'on peut s'inventer. Aujourd'hui, quand on parle avec certaines personnes, on dit oui, non, mais cette personne-là, vraiment, je suis en paix avec elle, j'ai pardonné. Mais en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a encore des espèces de petits accros et que mentalement, c'est ce qu'on se raconte, qu'on a pardonné à la personne. Mais est-ce que il y a vraiment des signes qui montrent que c'est un vrai pardon et que c'est vraiment pardonné? Oui, il y a un indicateur essentiel pour sortir en effet de ce oui mais, de ce demi-pardon, dans lequel on peut laisser soit un désir de revenir dans le passé. Je pardonne, mais j'aimerais bien que ça soit comme avant. Ça ne sera jamais comme avant, puisque rien ne dure et que tout évolue, tout change en permanence. Et puis, je pardonne, mais de toute façon, je ne peux jamais le revoir, surtout pas. Vous voyez, il y a ce petit « mais » qui va gâcher la qualité du pardon. Donc, le critère essentiel pour moi, c'est la non-affectation, ne pas être affecté en croisant son pire ennemi sur le trottoir un jour, garder la respiration sereine, garder le sourire dans le cœur, être capable de le croiser sans avoir la moindre émotion de violence, de colère ou de ressentiment, ni envie de le prendre dans ses bras, parce que là, c'est encore la création d'une autre relation, ou peut-être le retour à une relation passée. Donc, cette neutralité bienveillante à laquelle on peut accéder après un long chemin de pacification et
je pense, de grâce, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du lâcher-prise profond. Ça, c'est le critère. J'ai eu quelques cas très spectaculaires dans les accompagnements de psychothérapie que j'ai pu effectuer depuis 40 ans, avec des femmes violées notamment. Et ça, c'est particulièrement touchant et pédagogique de voir comment, après quelques années, parce que ça ne se passe pas en quelques semaines ou quelques mois, la femme qui a fait un travail profond vis-à-vis de son violeur est capable de le rencontrer dans une neutralité bienveillante. Et là, on est sur une libération à la fois personnelle, interpersonnelle, mais transpersonnelle, c'est-à-dire spirituelle. Et cette distance, parce que c'est vrai que dans certaines relations, parfois on se sent... Est-ce qu'on peut avoir pardonné, mais comme tu disais tout à l'heure, on peut avoir pardonné et pouvoir revoir la personne et ne pas être dans une opposition complète à pouvoir la revoir. Donc si on a ce besoin de distance et de ne pas avoir de nouvelles quelque part de la personne, est-ce que ça veut dire que l'on n'a pas pardonné, ou est-ce que c'est aussi se préserver quelque part pour se dire j'en veux pas spécialement à cette personne, je pourrais la recroiser éventuellement mais je préfère pour mon équilibre écologique, psychologique, sur tous les plans. C'est prudent dans ce cas-là, une démarche prudente. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pardonné ? Pas forcément. Est-ce que l'imperfection, encore une fois, le souci de perfection peut nous bloquer dans notre travail ? L'idée de la neutralité bienveillante que j'évoque, elle est quand même dans l'attitude d'un Bouddha qui est à l'intérieur de nous, mais souvent très très loin et caché derrière plusieurs couches de résistance et de mirages et d'illusions et d'ego surtout. Donc, je crois par contre que la vie va nous donner des travaux pratiques. Et soit la personne en question, on va la croiser pour de vrai un jour, dans le bus, dans le métro, au restaurant, et là on va être testé dans notre réaction, bien évidemment. Soit la vie, dans sa grande intelligence pédagogique, va nous amener une autre relation qui ressemble et va nous tester pour voir si on est libéré du lien. Parce que ce qui compte, et il faudrait insister une minute là-dessus, c'est pas la personne qui est en face de moi, c'est pas l'événement que j'ai vécu, c'est le lien pervers, le lien toxique qui me maintient dans une dépendance relationnelle souffrante. Le lien est le fruit d'une relation. Mais quand la relation est juste, les liens sont justes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas porteurs de malveillance, ils ne sont pas porteurs de conséquences négatives, quelles que soient mes pensées, mes paroles ou mes actes. Ça veut dire que je suis en situation juste, comme disait Gandhi, je n'agis pas parce que c'est bien, mais parce que c'est juste. Le juste est au-dessus du bien en philosophie et en spiritualité. Ce qui suppose que lorsque je suis libéré d'un contentieux, je suis libéré des comptes ancieux. Et ces comptes ancieux nous font penser à la loi du karma, bien sûr. Qu'on y croit ou pas, c'est une loi de physique, c'est une loi de biologie, c'est une loi de chimie ou d'astrophysique. Tout est cause et conséquence dans le monde, à l'échelle du macrocosme ou du microcosme. Il n'y a aucun événement qui n'est une cause et aucun événement ne sera pas suivi d'une conséquence. Dans ce cadre-là, quel est le but essentiel de notre aventure humaine ? C'est de nous libérer des conséquences toxiques précédentes et de ne plus générer de mauvais karma. C'est-à-dire que notre parole soit juste, que notre pensée soit juste, que notre action soit juste. Dans ce cadre-là, on est dans l'innocuité. On est dans uniquement la génération de relations saines, positives, coopératives. On s'approche de la fraternité et de l'amour universel, qui sont quand même des moteurs qui font évoluer l'humanité depuis bien longtemps. C'est pas facile, parce que la leçon est une des plus grandes et des plus complexes qu'est à passer l'humanité aujourd'hui, probablement pour les 2000 ans qui viennent, dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Mais on est mauvais élèves, quoi. On a tellement eu de modèles, on a eu tellement de grands frères sur le chemin, tous les maîtres spirituels, tous les philosophes qui sont venus nous enseigner.
le pardon, l'amour, le partage. Et on est dans une résistance telle, l'ego est tellement puissant qu'on est souvent des redoublants. Et dans ce cadre-là, les relations toxiques font partie de nos épreuves, absolument initiatiques. Il n'y a pas de hasard, nous ne rencontrons pas les gens pour rien, nous ne nous incarnons pas dans telle famille pour rien. Et donc, arrêtons de porter ces lunettes déformantes qui font de nous des victimes ou les fruits du hasard. Et en pleine responsabilité, essayons à la fois d'assainir le passé, de tourner les pages paisiblement et essayons de faire de notre comportement un comportement porteur d'amour et de paix, parce que c'est finalement la nourriture essentielle dont on a besoin en tant que personne et en tant que société. Oui, et c'est sortir de ces situations de drame permanente. Certaines personnes aiment le conflit, le drame, parce que ça met du piment dans la vie. Oui. Et on a l'impression, parfois, peut-être que je me trompe, mais que certains individus, en effet, ne peuvent pas aborder les relations de manière pacifique, qui a ce besoin, parfois, de créer toujours des situations complexes, ambiguës, pas claires. Il n'y a pas de clarté. On a l'impression que c'est alambiqué en permanence. Alors quand on se retrouve dans une situation comme ça, face à quelqu'un qui aime quelque part mettre du flou partout, peut-être que la posture la plus juste serait de se dire j'observe ça, je l'ai déjà vécu éventuellement auparavant. Parce que c'est ça aussi, lorsqu'on vit des situations conflictuelles, comme tu le disais, c'est une initiation. Et généralement, lorsqu'on se retrouve, que la vie nous teste avec une rencontre qui peut paraître analogue à celle qu'on a vécue précédemment et qu'on peut se rendre compte par certains comportements qu'on est en train de revivre une situation ou d'observer des comportements similaires à ce qui a été source de conflit au préalable, ça nous permet parfois, dans la maturité qu'on aura pu acquérir avec la relation précédente, de se dire là j'observe les prémices de quelque chose de similaire, donc à ce moment-là soit de manière tout à fait consciente je m'écarte de cette relation sans être dans quelque chose de jugeant ou quoi que ce soit, mais en se disant ça me correspond pas du tout et je n'ai plus envie de rentrer dans cette structure et dans cette forme mais ça suppose du courage, et ça suppose du discernement. On sait qu'en nutrition, la biologie a ses lois, mais on n'a pas forcément été éveillé à ces lois, donc on peut aussi être dans une malbouffe tout à fait généralisée, banalisée. On ne va pas se culpabiliser pour autant, mais voilà, le corps va souffrir et nous dire des choses. Mais c'est pareil au niveau des émotions toxiques, ou au niveau des pensées toxiques et au niveau des relations toxiques. La lecture holistique qu'on a en santé nous permet de poser les mêmes analogies et de voir qu'il y a des émonctoires, il y a des pathologies, il y a des surcharges et des carences sur tous les plans de l'être. Donc c'est ça qui est magnifique aussi. Avec avec des clés de biologie, on peut déplacer le raisonnement sur d'autres plans et ça marche de la même façon. Oui, je prends souvent cet exemple-là. Parfois, on a besoin de manger 15 fois le même plat pour se rendre compte que ça nous retourne les boyaux. Oui. On se dit, mais j'aime tellement le goût, en fait, parce que quelque part, il y a aussi, c'est comme si on était dans une espèce d'opposition interne. On se dit, mais j'adore le goût de ce plat, mais je sais qu'à chaque fois que je le mange, j'ai les intestins retournés pendant une semaine. Oui. Et pourtant, alors sur le coup, je vais me dire, c'est terminé, je n'en mangerai plus, c'est fini le rougail aux épices qui me retourne les intestins. Oui. Et pourtant, on va se retrouver à un moment donné dans la vie face à une autre opportunité de manger ce rougail pimenté. Et puis on va se dire, c'est quand même super bon. Et puis parfois même on oublie qu'on le digère plus très bien. Et donc on va replonger dedans. Mais c'est ça, est-ce que ça, ce ne serait pas justement l'initiation pour... Tu mets le doigt là sur les prémices de l'enseignement même du Bouddha, à savoir que l'histoire commence par la jouissance sensorielle, qui est tout à fait légitime et que nous avons développée il y a des millions d'années. Et tout naturellement, on a eu envie de reproduire ce qui était agréable et de rejeter ce qui était désagréable pour nous. Ça a commencé par les 5 sens. Ça a continué avec les relations humaines, bien sûr. On a développé de la sympathie et de l'antipathie. Et cette dualité, aujourd'hui, est encore très, très, très présente. Parce que ce qu'on aime et ce qui nous semble favorable en termes sensoriels ou affectifs, on s'y attache.
Et l'attachement devient le moteur du désir. Et là, on tourne dans des boucles répétitives qui fait qu'on ne sort plus de ces petits tours de manège, comme je dis, comme les gamins qui essayent d'attraper la queue du Mickey à chaque... Et on a oublié, on l'a déjà vu, de vie en vie, d'existence en existence, d'épreuve en épreuve. Et sortir de ce comportement demande vraiment du discernement. Et peut-être, et c'est terrible de le dire, mais peut-être qu'on n'est pas prêt pour le bonheur. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas assez souffert. Oh là là. Je m'entends parler là et ça va faire réagir. Mais c'est pas plus mal. C'est probablement la souffrance qui est notre meilleur allié dans l'évolution. Comme la maladie qui attire notre conscience sur une erreur de comportement, par exemple. Et bien de la même façon, tant qu'on n'est pas dans cette situation répétitive suffisamment souffrante, on ne prendra pas les vraies décisions pour changer de comportement. Mais c'est tellement un vaste sujet, ce sujet du pardon, parce qu'en effet, il y a tellement de situations dans la vie. Par exemple, on voit les relations passionnelles qui sont mêlées à la fois d'un amour fou et puis d'une destruction parfois aussi. Oui. Donc c'est de voir à quel point l'être humain est quand même très complexe sur le plan des relations. Je t'arrête, mais c'est la confusion même qui altère la qualité de relationnel, à savoir que on est à l'école de l'amour. La planète est une école d'amour, mais l'émotion ne connaît pas l'amour. L'émotion ne connaît que l'attachement, la passion, le désir, donc la jalousie, le deuil, la souffrance. L'amour n'est pas une émotion humaine. L'amour est quelque chose qui naît d'un grand lâcher-prise, d'un grand déshabillage de tout ce que l'ego croit tenir comme réel, ce que l'Inde appelle Maya, le monde des illusions, ce que le Bouddha appelait Tara, le maître, le séducteur qui amène Mara, pardon, le grand séducteur qui nous amène à confondre un petit peu nos désirs pour le réel et nos attachements comme étant le seul but de l'existence. Et oui, quand je disais tout à l'heure, le pardon n'est pas humain, c'est un peu ça. Il faut probablement participer, se préparer pour le pardon, l'accueillir, mais il vient de l'intérieur, ou il vient d'en haut selon ses croyances. Et là, il est véritablement libérateur. Oui, c'est comme, en fait, on peut vraiment avoir cette analogie. Le pardon, c'est vraiment être dans l'amour aussi au sens authentique. Ouais, au sens authentique. Le vrai. C'est-à-dire celui qui ne s'attache pas, celui qui ne sait que donner, qui ne sait que se réjouir. Qui ne conditionne absolument pas. Inconditionnel, il n'y a pas d'autre mot. Dès lors qu'on met une condition, on n'est plus vraiment dans l'amour, oui. Alors il y a ces 4 grands mots qu'on observe souvent, qui sont très thérapeutiques et qui font partie de l'art du pardon. C'est désolé, pardon, merci et je t'aime. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 4 grands mots ? On s'approche d'une belle conclusion là, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois en filigrane dans les enseignements chrétiens d'Occident ou dans les enseignements bouddhistes ou ayurvédiques de l'Orient. Et la méthode Ho'oponopono que tu évoques là, elle nous donne 4 petits mots qui sont la quintessence vraiment d'un comportement nouveau. Mais on voit déjà combien c'est difficile. Désolé, bon, ça on sait le dire facilement. On bouscule quelqu'un, pardon, désolé. Pardon, avec l'authenticité qu'on a évoquée tout à l'heure, va déjà nous mettre sur un chemin de profonde détoxification relationnelle. Merci, waouh, oser dire merci dans l'épreuve, c'est mettre la barre très haut, mais ça suppose qu'on a conscience que l'épreuve nous fait grandir et que nous sommes sur un chemin d'évolution initiatique. Et puis je t'aime, c'est la conclusion dans l'ouverture du cœur qui pose la vraie dimension des relations humaines. Donc quand on est capable de dire ces 4 mots qui sont magnifiques, qui sont extrêmement puissants à quelqu'un et de les dire avec le cœur. Pas les juste... vivre, les dire et les vivre. Ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'on a passé une nouvelle étape dans la relation et qu'on peut vraiment aborder cet échange, cette relation sous un angle sain, pur et empli de bienveillance. Et c'est urgent. Et c'est indispensable, à la fois pour la santé de chacun, pour la santé des couples, des familles, des relations, et pour la santé de la planète, parce qu'il suffit qu'on soit quelques-uns à vivre cela et à le rayonner pour que ça devienne une contamination d'amour. Alors toi, tu as écrit un livre sur le pardon. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre ?
Un peu partout, chez Jouvence, un tout petit livre pas cher qui est sorti au mois de décembre, là, oui. Waouh. Eh ben, une belle lecture à venir. Et puis ce thème, de toute façon, on le réabordera parce qu'il est très vaste. Il y a tellement de choses à aborder, et notamment cette question et ce grand thème de l'amour, ce grand thème de l'amour universel et inconditionnel, parce que l'amour est souvent galvaudé, en effet, et on y met dans sa définition tout un tas de termes qui sont inappropriés. Donc c'est important de redéfinir ce mot amour et de le vivre, comme tu le disais, de le vibrer, pas justement de tout mentaliser et de se dire voilà, j'ai envie de pardonner, donc je dis pardon, mais il faut que ce soit aussi physiquement vraiment, on parle même de cellulairement, que le message soit vraiment imbriqué dans les cellules et que ce soit pas juste de la surface où on se dit que on a fait le travail, mais que cellulairement ça vibre complètement. C'est pour ça qu'il y a énormément de décodage biologique et de réinformation cellulaire que l'on peut faire. Travailler sur les mémoires, oui. Exactement, pour qu'on puisse vibrer tout ça et vraiment en être imprégné profondément. Donc merci beaucoup Daniel pour tous ces précieux partages, comme toujours. On retrouve ton livre Le Pardon un peu partout pour justement en apprendre plus sur cet acte qui est absolument magnifique, et de pardonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions sur des thèmes tout aussi passionnants. Merci et bon courage à tous. Merci Daniel. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.